Je m'appelle Suzanne Francis. J'ai 29 ans. Quand j'avais 21 ans, mes parents m'ont fait asseoir à la table du dîner, et m'ont annoncé qu'ils donnaient le fonds prévu pour mes études de droit, à ma sœur aînée enceinte. 92 000 €. L'argent que ma grand-mère avait laissé spécifiquement pour mon éducation. Ma mère a souri et a dit, « Tu peux travailler. Ça forge le caractère. » Mon père n'a même pas scié. Il a juste dit, « Ta sœur a plus besoin de nous. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai dit, « D'accord. » Puis j'ai serré ma mère dans mes bras, et je suis monté à l'étage. À 20h56, mon téléphone s'est illuminé avec une alerte de sécurité. Mon père essayait d'accéder au compte, à ce moment précis. Alors que j'étais encore dans la maison. Mais voici ce qu'il ne savait pas. 5 semaines plus tôt, j'avais déjà déplacé chaque centime en toute légalité, et je leur avais bloqué l'accès, de manière définitive. Avant de vous raconter comment j'ai utilisé la loi du Connecticut pour me protéger de ma propre famille. Et comment j'ai découvert plus tard qu'il m'avait secrètement volé 13 850 € sur 12 ans, à mon insu. Laissez un commentaire. Depuis quelle ville regardez-vous ceci en ce moment? Et si vous vous êtes déjà demandé si ces retraits pour urgence familiale pouvaient déclencher un contrôle du fisc américain, l'IRS, en 2026, continuez à regarder. Parce que les preuves ne se contentent pas de blesser les sentiments, elles peuvent coûter des milliers d'euros en pénalité. Car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. C'était un dimanche, le 24 septembre 2017. J'avais roulé pendant 2h18. De Manhattan, pour rentrer à Stanford, dans le Connecticut. J'étais à la faculté de droit de Columbia, depuis 3 semaines. Toujours en train de m'adapter à la pression. Toujours en train de trouver ma place, parmi des étudiants qui semblaient tous savoir exactement ce qu'ils faisaient. Ce matin-là, ma mère avait appelé, « Peux-tu venir dîner ce soir? Nous devons parler de quelque chose d'important. » Amanda sera là, aussi. J'aurais dû m'en douter, à ce moment-là. J'ai pris ma mère dans mes bras, comme si de rien n'était. Son parfum, le même White Diamonds qu'elle portait depuis 1998. Se mêlait à l'odeur du rôti, qui s'échappait de la cuisine. J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai souri. 2h18 plus tôt, j'avais quitté Manhattan, dans ma Honda Civic. Avec le dossier bleu marine, déjà caché sur le siège passager. À chaque kilomètre sur l'I-95, je me remémorais le SMS que ma mère avait envoyé 4 semaines auparavant. Cet argent est pour la famille. Je me souviens avoir serré le volant, si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. Je n'étais pas encore en colère. J'étais prête. Lorsque je me suis garé dans l'allée, à 16h15, les feuilles d'automne ont craqué, sous mes pneus, exactement comme lorsque j'avais 16 ans. La Toyota Camry argentée d'Amanda était garée de travers, comme toujours. Je suis resté assise dans la voiture pendant 30 secondes. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai chuchoté pour moi-même, « Ça se termine ce soir. » Quand je suis entré, Amanda était sur le canapé, avec les yeux rouges. Ma mère préparait du rôti de bœuf. Le plat préféré d'Amanda, pas le mien. Et mon père n'était pas à sa place habituelle, dans le salon. Quelque chose n'allait pas. Le dîner a commencé à 18h30. La conversation est restée en surface. Forcée. À 18h42, j'ai remarqué que la bague de fiançailles d'Amanda n'était plus là. Elle était fiancée depuis mars. À 19h03, mon père a posé sa serviette de table. Ma mère a pris la main d'Amanda. Et mon père a prononcé les mots qui allaient changer notre relation, pour toujours. Ta sœur est enceinte de 5 mois. Jason a perdu son emploi. Le mariage est reporté. Elle a besoin d'aide. Il a fait une pause. Puis il a lâché le morceau. Nous avons décidé de transférer ton fonds d'éducation à Amanda. Il n'avait pas demandé. Il avait décidé. Le fonds que ta grand-mère a laissé. 92 000 €. Ça couvrira les frais médicaux d'Amanda. L'aidera à se remettre sur pied. À préparer la chambre du bébé. Tu es déjà à Columbia. Tu peux contracter des prêts, comme tout le monde. Tu peux travailler. Les frais de scolarité en droit à Columbia
s'élevait à 65 874 € par an. Il connaissait ce chiffre. Il s'était renseigné. Ma mère est intervenue, pour rationaliser la chose. C'est venu vite. Appris par cœur. Ma chérie, tu as toujours été si capable, si indépendante. Amanda ne peut pas travailler en ce moment. Elle est enceinte. Mais toi, tu as des options. Tu peux travailler à temps partiel. Prendre des prêts fédéraux. Ça forge le caractère. C'est ce que font les familles. Amanda pleurait. Je suis tellement désolée, Suzy. Je ne voulais pas demander. Mais, elle n'a pas refusé l'argent. Elle s'est juste excusée, de le prendre. Et j'ai repensé à toutes les autres fois. Au schéma que j'observais, depuis des années. L'accident de voiture d'Amanda, quand j'avais 9 ans. 6 200 € tirés de mon compte. Son semestre d'université, qu'elle n'a jamais terminé. 18 600 € envolés. La compte pour son mariage, qui a disparu. 8 500 €. À chaque fois. Amanda a besoin d'aide. Suzanne peut s'en sortir. Je me suis levé. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas argumenté. J'ai dit un seul mot. D'accord. Ils ont eu l'air choqués. Ils s'étaient préparés à une résistance. Ma mère a commencé. Oh, ma chérie. Merci de comprendre. Je l'ai interrompu, doucement. Est-ce que je peux me retirer? J'ai des lectures pour demain. Amanda a dit, merci, Suzy. Je te rembourserai un jour. Je le promets. Je n'ai pas répondu. Ma mère s'est levée et m'a prise dans ses bras. Une vraie étreinte, chaleureuse, comme toutes celles que nous avions partagées. Elle a chuchoté, je t'aime, ma chérie. J'ai répondu, je t'aime aussi, maman. Et c'est ça, que personne n'a compris. Je le pensais. Je les aimais. Je les aime toujours. Mais l'amour, et les limites, ne sont pas mutuellement exclusifs. J'ai gravi ces 14 marches en bois, lentement. Chacune d'elles, grinçant sous mon poids, comme elle l'avait toujours fait. La maison, sentait le rôti et la tarte aux pommes. Des odeurs réconfortantes, qui signifiaient autrefois la sécurité. Ce soir-là, elle donnait l'impression d'un piège. Arrivé en haut, j'ai marqué une pause, devant la porte de mon ancienne chambre. La poignée en laiton était toujours lâche. Comme elle l'était, depuis mes 12 ans. Je l'ai tournée doucement, je me suis glissé à l'intérieur, et j'ai verrouillé. Le clic a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Je me suis assise au bord du lit. Sur la même couette bleue délavée, du temps du lycée. Mon ordinateur portable était ouvert sur le bureau, l'écran assombri. Mon téléphone reposait sur mes genoux. Je pouvais les entendre, en bas. Les assiettes, qui s'entrechoquaient dans l'évier. La voix douce de ma mère, demandant à mon père s'il allait bien. Amanda, murmurant quelque chose, à propos du bébé. Mon cœur battait la chamade. Mais pas de peur. D'anticipation. J'ai ouvert à nouveau, l'application Fidelity. Solde, 92 315,83 €. J'ai chuchoté à la pièce vide. C'est à moi. Pour la première fois de ma vie, ces mots semblaient vrais. Pas seulement légalement, mais émotionnellement. Je n'étais plus, le plan B. J'étais le plan. Si vous avez déjà été l'enfant responsable. Celui qui est censé se sacrifier, pour que tous les autres soient à l'aise. Laissez un, je comprends, dans les commentaires en ce moment. La première alerte est arrivée à 20h56 et 21 secondes. Mon téléphone a vibré contre ma cuisse. Comme un coup de semonce. Je l'ai ouverte immédiatement. Tentative de connexion non autorisée détectée. Appareil, PC Windows. Non reconnu. Lieu, Stanford CT. Adresse IP, 192.168.1.105. C'était le réseau domestique. L'ordinateur de bureau de mon père, dans le bureau, 3 mètres en dessous de moi. J'ai entendu le faible tapotement des touches, à travers le plancher. Lent au début. Confiant. Puis plus rapide. Frustré. Il a marmonné quelque chose, que je n'ai pas bien saisi. La voix de ma mère est montée.
Qu'est-ce qui ne va pas, Vincent? Rien. Le mot de passe ne marche pas. J'ai souri, dans l'obscurité. Un petit sourire crispé, et satisfait. Il a essayé à nouveau. Alerte numéro 2 à 20h57 et 41 secondes. Tentative de connexion échouée numéro 2. Mot de passe incorrect. Tentative restante, 1. Les tapotements ont cessé. Silence. Puis, la chaise a grincé, en reculant. Des bruits de pas lourds. Se dirigeant vers les escaliers. Mon pouce est accéléré. Mais je suis resté immobile. J'ai compté ses pas 1, 2, 3. Il s'est arrêté à mi-chemin. Puis, la voix de ma mère. Plus tranchante cette fois. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas répondu. Les bruits de clavier ont repris, en bas. Plus lent, plus délibéré. Je pouvais littéralement entendre la chaise grincer quand il s'est levé. La voix de ma mère s'est brisée. Vincent, qu'est-ce qui se passe? J'ai imaginé son visage, virant à la nuance exacte de rouge. Dont je me souvenais, de la nuit où Amanda avait crashé la voiture en 2005. Mon téléphone a vibré à nouveau. Alerte numéro 3. À 20h59 et 28 secondes. La dernière alerte est arrivée. Verrouillage de sécurité activé. Accès au compte restreint, pour 24 heures. 12 secondes de silence. Puis, comment ça, il m'a verrouillé l'accès? Qu'est-ce que ça veut dire? Le compte. Il dit que. Je vais les appeler. Il était 21h01. Le service client de Fidelity fermait à 21h le dimanche. Je l'ai entendu composer le numéro, malgré tout. La voix automatisée. La frustration dans sa réponse. Puis des bruits de pas rapides, se dirigeant vers l'escalier. La voix de ma mère, plus faible. Peut-être que Suzanne sait quelque chose. C'est elle la titulaire du compte maintenant, n'est-ce pas? Depuis qu'elle a eu 21 ans. 5 secondes de silence absolu. Puis la voix de mon père. Différente maintenant. Froide. Elle est quoi? Quelque chose a frappé le bureau violemment. Des papiers se sont éparpillés. Puis il a hurlé dans l'escalier, Suzanne, descends ici tout de suite. Je me suis levé, j'ai lissé mon jean, j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai compté jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis j'ai ouvert la porte, et je suis descendu, calme et sereine. Quand j'ai atteint la salle à manger, mon père était debout. Le visage rouge. Ma mère avait l'air choquée. Amanda se tenait figée dans l'embrasure de la porte. L'écran de son ordinateur brillait. Compte verrouillé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai gardé une voix égale. Je ne comprends pas la question. Le compte. Je n'arrive pas à y accéder. J'ai changé le mot de passe, le 22 août. Tu ne peux pas juste. J'ai eu 21 ans, le 15 août. Papa, dans le Connecticut. La garde d'un compte UTMA prend fin à 21 ans. Le compte est devenu légalement le mien. Alors oui, je le pouvais. La voix de ma mère s'est brisée. Mais on vient juste d'en parler au dîner. Tu as dit d'accord. J'ai dit d'accord, pour écouter votre plan. Je n'ai pas dit que je vous donnerais accès à un compte qui m'appartient légalement. Les mains de mon père tremblaient. Cet argent venait de ta grand-mère, pour la famille. Je me suis dirigé vers le placard à manteau. J'ai sorti le dossier bleu marine. Que j'y avais placé cet après-midi-là. Je l'ai posé, sur la table de la salle à manger. Non, papa. Il venait de grand-mère Dorothy, pour mon éducation. Souhaites-tu voir les documents? Je l'ai ouvert. Lettre de donation. 3 novembre 2001. Notarié. Je sous-signais, Dorothy Hamilton. Fais donc par la présente, de la somme de 55 000 € à ma petite-fille, Suzanne Marie Francis. À détenir, dans une fiducie de garde, en vertu de la loi du Connecticut, sur les transferts uniformes aux mineurs. Ce don est irrévocable. Et est désigné exclusivement, pour les frais d'études supérieures de Suzanne. Lorsqu'elle atteindra l'âge de 21 ans,
le contrôle total sera transféré à Suzanne. Impression de la loi du Connecticut. Section 45 A 558C, surligné. Lorsque le mineur atteint l'âge de 21 ans, le dépositaire doit transférer tous les biens sous sa garde au mineur. Doit. Pas peut. Confirmation de transfert de Fidelity. 22 août 2017. Mon père a fixé les documents. Ma mère a chuchoté. Tu as planifié ça. Je me suis préparé à une possibilité. Vous en avez fait une réalité. Mais, je ne leur ai pas tout dit ce soir-là. Je ne leur ai pas parlé de l'email que j'avais trouvé. Celui que mon père avait envoyé à Fidelity en 2012. Demandant s'ils pouvaient utiliser mon compte pour des urgences familiales. Je ne leur ai pas dit que j'étais au courant pour les 13 850 €. Pas encore. Laissez-moi vous ramener en arrière. Parce que ce n'était pas la première fois. 8 ans. La leçon de piano. J'avais 8 ans quand j'ai remarqué le schéma pour la première fois. C'était un samedi matin. Septembre 2002. Amanda voulait des cours de piano. Ma mère était à la table de la cuisine, avec les pages jaunes ouvertes à la section instruction musicale. 120 € par mois, pour des cours hebdomadaires. Amanda les a eus. La semaine suivante. J'ai demandé un cours d'art au centre communautaire. 85 € par mois. Ma mère a souri. Peut-être l'année prochaine, ma chérie. Nous venons de nous engager pour le piano d'Amanda. Mais, c'est moins cher. Amanda a besoin de plus de soutien, mon ange. Tu te débrouilles très bien, toute seule. J'avais 8 ans. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait, mais je m'en suis souvenu. 9 ans. L'accident de voiture. J'avais 9 ans. Je portais mon pyjama rose préféré avec des cœurs. J'étais assise sur la 3e marche, parce que c'était l'endroit où les voix portaient le plus clairement sans qu'on me voie. Il était tard, passé l'heure de me coucher. Amanda avait eu un accident de voiture cet après-midi-là. Elle écrivait des SMS en conduisant. Voiture détruite. J'ai entendu ma mère en premier. La franchise est de 6 200 €. Vincent, nous n'avons pas ces liquidités en ce moment. Mon père et le compte de garde de Suzanne. Dorothy a mis 55 000 €. C'est pour son éducation. Mais c'est temporaire. Nous le rembourserons. Ma mère a hésité. C'est pour le transport à l'école. Nous pouvons le marquer, comme tel, silence. Puis, d'accord. Appelle Fidelity demain. Le lendemain matin au petit déjeuner. Amanda a eu des crêpes avec un supplément de sirop. Moi, j'ai eu des céréales. Personne n'a mentionné la voiture. Personne n'a mentionné l'argent. Mais je m'en suis souvenu. Je m'en suis toujours souvenu. C'est la première fois que j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Comme si j'étais le plan de secours. 14 ans. L'abandon de Yukon. Automne 2010. Amanda a commencé à l'université du Connecticut, Yukon. Frais de scolarité dans l'État, 12 400 € le semestre. Elle a tenu jusqu'en décembre. Pas prête pour l'université. Trop de pression. Elle est rentrée à la maison pour les vacances d'hiver. Et n'y est jamais retournée. 18 600 € pour un semestre qu'elle n'a pas terminé. Je me souviens du SMS de groupe familial de ce mois de décembre. Amanda a écrit « Je rentre à la maison pour les vacances. Et je pense que je vais faire une pause. L'université n'est pas pour moi en ce moment. Ma mère, c'est bon, ma chérie. Tu pourras y réfléchir à la maison. Mon père, il n'y a pas de honte à faire une pause. » Personne n'a mentionné l'argent. Personne n'a dit que 18 600 € comptaient. Mais j'avais 14 ans. J'étais assise à mon bureau, en train de faire mes devoirs d'algèbre. Et j'ai pensé, ça fait 3 ans, de mes manuels scolaires. Ou une voiture d'occasion. Ou la totalité de mes frais de candidature à l'université. Amanda est revenue vivre dans son ancienne chambre. Elle a trouvé un emploi dans le commerce de détail, à 11 € de l'heure. Elle a vécu sans payer de loyer.
Elle n'est jamais retournée à l'école. 16 ans. L'acompte du mariage. Juin 2012. Amanda s'est fiancée à Brian. Un représentant commercial de 28 ans. Le mariage était prévu pour septembre 2013. Le lieu, The Waterview à Monroe. Exigeait un acompte de 8 500 €. Mon père l'a payé, avec le fonds d'urgence de la famille. Un compte conjoint ouvert en 2008. 4 personnes y avaient accès, mon père, ma mère, moi et Amanda. Il était censé être pour les urgences. J'ai vu l'alerte de retrait sur mon téléphone. J'avais 16 ans. J'étudiais pour les SAT à la bibliothèque. Ce soir-là, au dîner. J'ai demandé prudemment, « Maman, le fonds d'urgence n'est-il pas pour les vraies urgences ?» Elle a eu l'air surprise. J'ai remarqué. « C'est une urgence, chérie. Les salles se réservent, 1 an à l'avance. Nous devions bloquer la date. Mais c'est 8 500 €. C'est le mariage de ta sœur. C'est important. » La semaine suivante, j'ai posé des questions sur les cours préparatoires au SAT. 400 € pour un cours de 6 semaines. Tu peux utiliser la Khan Academy, gratuitement, ma chérie. Le mariage d'Amanda, 8 500 €. Une urgence. Ma préparation au SAT, 400 €. Pas important. En avril 2013. Brian a trompé Amanda avec une collègue. Amanda a annulé le mariage. Le lieu a conservé l'acompte. Non remboursable après 12 mois. 8 500 € envolés. En mai, j'étudiais pour les examens finaux. J'ai demandé à ma mère au petit déjeuner. Penses-tu que nous pourrions récupérer l'acompte auprès de la salle? Peut-être pourrions-nous l'utiliser pour des visites d'université. Mon père a explosé. C'était la première fois qu'il me criait dessus. Ta sœur vient d'avoir le cœur brisé. Le mariage est annulé. Et toi, tu t'inquiètes pour l'argent? J'ai reculé. Je ne voulais pas dire ça. La famille reste soudée, Suzanne. Ou est-ce que ça ne signifie rien pour toi? J'ai dit que j'étais désolé. J'ai dit que je posais juste la question. Mais ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai commencé quelque chose de nouveau. J'ai ouvert un document Google. Je l'ai intitulé « Décisions financières de la famille 2001 à 2015 ». J'ai commencé à faire des captures d'écran. Des relevés bancaires, quand ils arrivaient. Des emails, concernant les comptes. Des alertes de transactions. Je ne savais pas encore pourquoi. Je savais juste que j'avais besoin de preuves. De quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. Yale. Les années d'autofinancement. J'ai été accepté à Yale en 2013. Ma bourse complète couvrait 32 000 €. Le programme de travail-études, 6 000 €. Cela laissait un écart de 10 000 € par an pour la chambre, les repas, les frais et les livres. J'ai envoyé un email à mes parents en avril. J'ai été accepté à Yale. Le dossier d'aide complet est en pièces jointes. Nous aurons besoin de couvrir environ 10 000 € par an. Mon père a répondu, « Félicitations. C'est merveilleux. Nous sommes si fiers. » J'ai écrit en retour, « Pouvons-nous parler des 10 000 €? Je peux travailler l'été, mais... » Il a dit, « Nous en discuterons quand tu seras à la maison pour les vacances. » Nous n'en avons jamais discuté. J'ai fait 3 boulots à Yale. Assistante à la bibliothèque, tutrice, assistante de recherche, et stage d'été. 8 000 à 11 000 € par an. J'ai couvert cet écart de 40 000 € par moi-même pendant les 4 ans. Mes parents ont contribué à hauteur de 0. Pendant ce temps, Amanda vivait à la maison. Sans payer de loyer. Il payait son assurance auto, sa facture de téléphone, son assurance maladie. En 2014, après ma 2e année, ma mère a dit, « Tu vois, Suzy. Tu n'avais pas besoin de ce fonds pour tes études, après tout. Tu te débrouilles, très bien. » Je travaillais 25 heures par semaine. En plus d'une charge de cours complète. Mais elle avait raison. J'allais bien. Parce que, je n'avais pas le choix. Lors de ma dernière année, j'avais déjà commencé le Google Doc, Décisions financières de la famille.
Un soir. J'ai vérifié les retraits, par rapport à la publication 970 de l'IRS. La version de 2016. Mais les règles étaient les mêmes. Chaque motif qu'ils avaient utilisé, dépenses médicales du bénéficiaire, transport, matériel éducatif, était techniquement une distribution imposable, si ce n'était pas pour mon bénéfice direct. Pénalité, jusqu'à 10%. Plus les arriérés d'impôts. J'ai imprimé cette page aussi. Je l'ai surlignée. Je l'ai classée, à la fin du dossier. Je ne l'ai jamais montré à personne. Pas encore. Mais, je savais que s'ils insistaient, j'avais l'option nucléaire. Tapez épreuve, si vous voulez le guide de l'IRS dans la deuxième partie. Alors, quand ma mère m'a envoyé un SMS. Le 18 juillet 2017. 4 semaines, avant mon 21e anniversaire. 10 ans, cet argent est pour la famille. Nous nous soutenons tous mutuellement. Je savais, ce qui allait arriver. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Thomas Weller, l'avocat de ma grand-mère. Le 18 août 2017. J'étais assise dans la salle de conférence de Thomas Weller, à Stanford. L'air sentait le vieux papier, et le café. Il avait 64 ans, les cheveux blancs. Proprement peignés. Des lunettes posées sur le nez. C'était lui l'avocat, qui avait rédigé la lettre de don de ma grand-mère, en 2001. Il se souvenait de moi. Suzanne Francis. La petite fille, aux funérailles de Dorothy. Vous aviez 5 ans. J'ai hoché la tête. J'ai besoin de connaître mes droits. Mon père peut-il bloquer le transfert, une fois que j'aurai eu 21 ans? Il a sorti le dossier. Épais. Avec des onglets. Étiqueté, Hamilton Francis. UTMA 2001. Il a lu, la lettre de donation à haute voix. D'une voix assurée. Lorsqu'elle atteindra l'âge de 21 ans, le contrôle total sera transféré à Suzanne. Sera. Un langage obligatoire. En vertu de la loi du Connecticut. Section 45A 558C. Aucun pouvoir discrétionnaire, pour le dépositaire. J'ai posé la question difficile. Que se passe-t-il, s'il essaie de retirer de l'argent après mon anniversaire, mais avant que le transfert ne soit traité? Thomas s'est penché en avant. Ce serait non autorisé. Techniquement, un détournement de biens. Mais, la prévention vaut mieux que la guérison. Effectuez la demande de transfert vous-même, sur le portail de Fidelity. Le jour de vos 21 ans. Mettez d'abord, vos coordonnées à jour. Email, téléphone, adresse. Pour que les avis vous soient adressés à vous. Pas à lui. Je l'avais déjà fait. Le 15 août, le jour de mon anniversaire. J'avais tout modifié, pour mon appartement de Manhattan. Il a eu un faible sourire. Vous êtes minutieuse. Dorothy serait fière. Je suis parti avec une copie de la loi, surlignée en jaune. Et un nœud dans l'estomac, qui ressemblait à de la détermination. Le 22 août, j'ai soumis la demande de transfert à Fidelity. 5 jours ouvrables plus tard, Fidelity m'a envoyé un email, transfert terminé. Compte converti en compte de courtage individuel. Titulaire, Suzanne Monsieur Francis. J'ai regardé, la confirmation pendant une minute entière. 92 315,83 €. À moi. Légalement, intouchable. J'ai mis en place la forteresse de sécurité, cette nuit-là. Mot de passe à 12 caractères, avec des symboles. Authentification à 2 facteurs, sur mon téléphone uniquement. Appareil de confiance, limité à mon ordinateur portable et à mon téléphone portable. Question de sécurité. Première funéraille auquel vous avez assisté. Réponse, grand-mère Dorothy 2001. Quelque chose, qu'il ne devinerait jamais. Alerte par email, pour chaque tentative de connexion. Si quelqu'un essayait. Même lui. Cela déclencherait, une notification immédiate. Et le 24 septembre 2017, c'est ce qui s'est passé. Après cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi, pendant 2 mois. Je me suis plongé à corps perdu, dans ma première année de droit. Le droit des contrats, avec le professeur Stein. La responsabilité civile, avec le professeur Rivera. La procédure civile.
Le droit des biens. 80 à 100 pages de lecture, chaque soir. J'ai rejoint la clinique de droit de la famille du professeur Rebecca Nolan. Elle est devenue le mentor dont j'avais besoin. Celle qui me voyait clairement, quand ma propre famille ne le faisait pas. J'ai formé un groupe d'études. Michael, Sophie, Jordan. Nous avions tous des histoires familiales compliquées. Nous nous comprenions. Un soir de novembre, je leur ai dit, ma famille voulait que je renonce à mon fonds d'études pour le bébé de ma sœur. Michael a demandé, et tu l'as fait? Non. Et maintenant, on ne se parle plus vraiment. Sophie a dit, tant mieux pour toi. Pour la première fois depuis des mois. J'ai eu l'impression d'avoir ma place quelque part. Mais en janvier 2018. J'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des semaines. J'ai demandé l'historique complet de mes transactions à Fidelity. En remontant jusqu'en 2001. Le dossier est arrivé, le 18 janvier. 58 pages. J'ai imprimé chaque page. Mon studio à Harlem était minuscule. 28 mètres carrés. Une fenêtre donnant sur un puits de lumière. Le néon au plafond bourdonnait comme une mouche prise au piège. J'ai dégagé le sol. Et étalé les 58 pages en grille. Page par page. Le dépôt initial, 55 000 €, de Dorothy Hamilton. Le 3 novembre 2001. La croissance, sur 16 ans. Solide, mais pas spectaculaire. Une moyenne de 3,8% par an, après frais. Ensuite, les retraits. Je connaissais déjà les 6 200 € de 2005. Mais il y en avait deux autres, que je n'avais jamais vus. 3 mars 2009. 2 850 €. Motif, frais médicaux du bénéficiaire. J'avais 14 ans, cette année-là. Pas de soins dentaires. Pas de visite chez le médecin. Rien. 9 juillet 2012. 4 800 €. Motif, matériel éducatif, bénéficiaire. C'était l'été précédent, ma dernière année de lycée. J'avais acheté des manuels d'occasion, pour 300 € au total. Le motif était un mensonge. Chacun d'entre eux. Puis, à la page 34. La chaîne de mai entre Vincent Francis et Fidelity. Support UTMA. 28 juin 2012. Puis-je faire un retrait de l'UTMA, pour des dépenses familiales? Le bénéficiaire profiterait indirectement de la stabilité de la famille. La réponse de Fidelity, le lendemain. Les dépositaires ne peuvent utiliser les fonds que pour le bénéfice direct du bénéficiaire. Éducation, santé, entretien, soutien. Le bénéfice indirect d'une urgence familiale ne répond pas à ces critères. Veuillez consulter un avocat. Mon père avait compris. Merci. 10 jours plus tard. Le retrait de 4 800 € a tout de même été effectué. Je l'ai lu, 3 fois à haute voix. La voix tremblante, dans la pièce vide. Il savait. Il avait demandé si c'était autorisé. Ils avaient dit non. Il l'avait fait, quand même. Et l'avait marqué, comme étant pour mon matériel éducatif. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas la bouffée de chaleur de la colère. Mais quelque chose de plus froid, de plus clair. La lucidité. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était un sentiment récurrent de droit acquis. Ils avaient d'abord épuisé le plan 529 d'Amanda. De 50 000 € à 3 180 €. Lorsqu'il s'est retrouvé à sec, ils se sont tournés vers le mien. J'étais le deuxième compte. La roue de secours. Le compte jetable. J'ai empilé les pages soigneusement. J'ai pris en photo chaque retrait, chaque motif, chaque email. Je les ai sauvegardés, sur un disque crypté. Puis, je me suis assise par terre. Le dos contre le mur. Et j'ai laissé couler mes larmes. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de colère. Des larmes de soulagement. Parce que maintenant, j'avais des preuves. Pas seulement des sentiments. Des preuves. J'ai imaginé ma mère, lisant un jour, ces 58 pages. Pleurait-elle, de la façon dont j'avais pleuré dans la voiture, après avoir tenu Emma? Comprendrait-elle, enfin, que chaque crêpe qu'elle donnait à Amanda
pendant que je mangeais des céréales, était une brique de plus sur le mur qui m'a poussé à construire ma propre maison. Comprendrait-elle que dire « tu es assez forte » ne signifie pas que tu ne mérites pas d'aide? Ou dirait-elle simplement que je faisais encore des histoires? Si vous avez déjà découvert que votre famille vous mentait au sujet de l'argent, commentez, preuve, dès maintenant. Et, j'aime, si vous êtes pour les limites. 15 février 2018. Un bébé de la Saint-Valentin. Emma Rose Francis. 3,2 kg. Ma mère m'a envoyé un SMS à 11h43. Elle est là. En bonne santé. Magnifique. Peux-tu venir? J'étais en cours de droit des biens, en plein milieu d'un cours magistral sur la possession acquisitive. J'ai fixé l'écran, jusqu'à ce que les mots deviennent flous. J'ai répondu à 14h15. Félicitations. En cours jusqu'à 17h. J'essaierai de passer samedi. Ce week-end, Suzy? Le premier jour est spécial. J'ai un examen partiel sur la responsabilité civile, lundi. Samedi après-midi. Hôpital de Stanford. Chambre 412. Amanda avait l'air épuisée. Les cheveux en bataille. Les yeux bouffis par les hormones et les larmes. Emma, dans le berceau. 2 minuscules points. Une petite bouche parfaite, en bouton de rose. Mes parents gravitaient autour. Jason était au travail. Nous savions tous que c'était un mensonge. J'avais apporté des vêtements pour bébé. Des grenouillères en coton doux. Acheté 85 € chez Target. Ma mère, n'est-elle pas magnifique? Elle est parfaite. J'ai demandé à la tenir. Ils l'ont placée dans mes bras. Elle ne pesait presque rien. Ses yeux gris-bleus se sont ouverts, une seconde. Flou. Puis se sont refermés. J'ai senti quelque chose se briser, en moi. Pas de la colère contre Amanda. Pas du ressentiment. Un instinct de protection. Je lui ai chuchoté. Si doucement, que personne d'autre ne l'a entendu, tu n'auras jamais à mériter l'amour, en étant commode. Je te le promets. Je l'ai tenu, 4 minutes. Puis je l'ai rendu. Je dois aller étudier. Sur le chemin du retour, vers Manhattan. Quelques flocons de neige heurtaient le pare-brise. Je me suis arrêté sur une aire de repos de l'île 95. Le moteur en marche. Le chauffage à fond. Et j'ai pleuré, pour Emma. Pour la petite fille que j'avais été. Qui n'avait jamais été tenue, de cette manière. Pour la famille, qui ne me voyait toujours pas. En mars, Jason a disparu. Laissant Amanda, seule avec un bébé de 3 semaines. Ma mère a appelé. A laissé un message vocal, Amanda a besoin de sa famille en ce moment. Pourrais-tu au moins l'appeler? J'ai envoyé un SMS à Amanda. Je suis désolé, pour Jason. Fais-moi savoir, si tu as besoin de quoi que ce soit de concret. Elle a répondu, 2 jours plus tard. Je pensais que tu comprendrais. J'imagine que j'avais tort. En juin, mes parents ont contracté un prêt de 35 000 €. Taux d'intérêt de 8,3%. 714 € par mois, pendant 5 ans. Ma mère a envoyé un SMS, si tu pouvais aider. Nos moyens sont limités. J'ai répondu, je travaille dans 2 endroits pour payer mon loyer, maman. Moi aussi, mes moyens sont limités. Ce n'était pas entièrement vrai. J'avais de l'argent. Mais c'était mon argent. En décembre, Amanda est revenue vivre à la maison. Mes parents, tous deux au début de la soixantaine, élevaient Emma pendant qu'Amanda cherchait du travail. Je suis rentré, pour Noël. Un seul jour. J'ai logé, à l'hôtel. Le dîner a duré 1h18. Mon père paraissait avoir pris 5 ans de plus. Ma mère a servi du jambon au lieu d'un rôti. Moins cher. Tout au long de 2019, je suis rentré 3 fois en tout. Pâques. Thanksgiving. Noël. Chaque visite était plus courte que la précédente. En décembre 2019, ma mère m'a appelé. Je veux juste retrouver ma fille. Je suis juste là, maman. Non, tu ne le es pas. Tu es ailleurs.
J'ai fait une pause. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que vous ne m'avez jamais vraiment connu. J'ai raccroché. J'ai obtenu mon diplôme de droit de Columbia en mai 2020. Cérémonie virtuelle à cause du Covid. Quand ils ont appelé mon nom. Juris Doctor cum laude. Suzanne Marie Francis. Mon groupe d'études a explosé de joie sur Zoom. Mes parents m'ont envoyé un SMS, si fier. J'ai répondu, 6 heures plus tard, merci. J'ai passé l'examen du barreau, en juillet. Quand les résultats sont tombés, en octobre. J'ai fixé l'écran. Réussite. Mon père m'a envoyé un SMS, je savais que tu y arriverais. Tu réussis toujours. Tu réussis toujours. Oui, parce que, je n'ai pas le choix. En septembre 2020, j'ai commencé, à la Legal Aid Society de New York. Dans la division du droit de la famille. 58 000 € par an. Ma première affaire majeure, est arrivée en novembre. Isabella Rodriguez, 22 ans. Ses parents essayaient de lui prendre son héritage de 80 000 €, de la part de son oncle. Leur argument, urgence familiale. Je me suis tenu au tribunal et j'ai dit, votre honneur. Le testament du défunt, nomme Isabella Rodriguez, comme unique bénéficiaire. L'héritage est sa propriété, selon la loi. Et l'avocat de la partie adverse a répondu, il est question de valeur familiale. Elle est égoïste. J'ai regardé le juge. Il est question de documents légaux, votre honneur. Le testament dit, ce qu'il dit. Nous avons gagné. Après l'audience, Isabella m'a prise dans ses bras, en pleurant. Je pensais que j'étais égoïste. Je l'ai regardé. Vous n'êtes pas égoïste. Vous protégez ce qui vous appartient. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Au cours des 3 années suivantes, j'ai traité 38 affaires. J'en ai gagné 35. Chacune d'entre elles, me semblait personnelle. En 2023, j'ai été promue avocate principale. 74 000 € par an. Un bureau avec une fenêtre. J'ai fait encadrer la lettre de don de ma grand-mère. Et je l'ai accrochée, au mur derrière mon bureau. Quand les clients doutaient d'eux-mêmes, je la leur montrais. Les dons, sont des dons. Pas des prêts. Vous ne devez votre avenir à personne. En octobre 2025, le Connecticut Law Tribune a publié un reportage. Étoile montante en droit de la famille. J'étais sur la liste. L'article disait, Maître Francis a bâti son cabinet sur un principe simple. Les documents juridiques disent ce qu'ils disent. Avec un taux de réussite de 92%. Maître Francis a protégé plus de 4 millions € d'actifs pour des clients, dont les familles essayaient de réclamer de l'argent qui ne leur appartenait pas légalement. L'article a été partagé 12 600 fois. Le 10 décembre 2025, ma mère m'a appelé. Sa voix tremblait. J'ai vu l'article sur toi. Sur le fait que tu protèges les gens, dont les familles essaient de leur prendre leur argent. Une pause. Pouvons-nous parler, en personne? Pourquoi maintenant? Parce que, j'ai lu ce que tu as écrit, sur les familles qui utilisent l'amour comme une arme. Et je crois que je comprends maintenant, ce que nous t'avons fait. Blue Moon Café. Table d'angle. 3 cafés qui nous attendaient déjà. Le mien, un latte moyen, encore chaud. Il se souvenait. Mon père paraissait plus petit, que dans mes souvenirs. Plus grisonnant. Les mains de ma mère tremblaient, autour de sa tasse. Nous avons lu l'article, a-t-il commencé. Étoile montante. 92% de réussite. 4 millions protégés. Oui. Ma mère, tu aides les gens dont les familles essaient de leur prendre leur argent. Comme nous, avons essayé de prendre le tien. Les mots sont restés suspendus. C'était la première fois, que l'un d'eux, le disait à voix haute en 8 ans. Mon père s'est raclé la gorge. Nous ne savions pas, que ça te ferait autant de mal. Nous pensions que tu étais, assez forte. Que tu comprendrais. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis, j'étais assez forte, papa. C'est ça le problème. J'étais assez forte pour voir exactement ce que vous faisiez. Assez forte pour changer le mot de passe 5 semaines avant que vous ne demandiez. Assez forte pour imprimer la loi et la lettre de don.
Et apporter le dossier au dîner. Assez forte pour m'en aller et me construire une vie, sans attendre votre approbation. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Nous étions désespérés. Amanda était enceinte. Jason avait perdu son emploi. Il ne nous restait aucune économie. Vous aviez des économies. Vous les avez dépensées, pour la voiture d'Amanda en 2005. Sa demi-année à Yukon. Son acompte de mariage, en 2012. Puis, vous en avez voulu aux miennes. Mon père a bougé. C'était pour la stabilité de la famille. Tu en as bénéficié, indirectement. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la photo, de la chaîne de mai de 2012. Et j'ai tourné l'écran vers lui. Fidelity vous a dit, qu'un bénéfice indirect, n'était pas admissible. Vous avez répondu, compris. Et puis vous avez quand même, fait le retrait. Il a fixé l'écran. Le visage pâle. Ma mère, nous pensions que nous le rembourserions un jour. Vous ne l'avez jamais fait. 13 850 € marqués comme, étant pour mes dépenses. Je n'en ai jamais vu la couleur. Silence. Soudainement, la porte du café s'est ouverte. L'air froid de décembre s'est engouffré. Amanda est entrée. Emma sur la hanche. Emma avait 7 ans, maintenant. Des couettes. Un manteau d'hiver avec des flocons de neige. Elle paraissait fatiguée, mais déterminée. J'ai lu l'article aussi, Suzy. Elle s'est assise à notre table, sans demander. Emma est restée silencieuse. Sentant la tension. Je n'ai jamais rien su, pour les 13 000 €. Pas avant hier, quand maman me l'a dit. Sa voix s'est brisée. Je croyais que c'était juste, le gros fond. Je ne savais pas que papa avait. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait vieilli, elle aussi. Des ridules autour des yeux. Les mains rugueuses à force de travailler. Tu n'as pas posé de questions, parce que tu ne voulais pas connaître la réponse, Amanda. Elle a tressailli. Tu as raison. Mon père est intervenu, d'une voix basse, mais tranchante. C'est une affaire de famille. Si tu continues à pousser les choses publiquement, Suzanne. Nous pourrions devoir faire appel, à des avocats. Calomnie. Diffamation. J'ai souri, calmement. Allez-y, papa. J'ai repris mon téléphone, et j'ai ouvert un autre document. Publication 970 de l'IRS. Section 5. Surligné. Tout retrait d'un compte de garde, qui n'est pas pour le bénéfice direct du bénéficiaire désigné, est un événement imposable. Le dépositaire, donc toi, est passible de pénalité. 10% du montant retiré. Plus les intérêts rétroactifs depuis l'année du retrait. J'ai fait le calcul, à voix haute. 2005 et 6 200 €. Pénalité de 620 €. Plus les intérêts, composés sur 18 ans. 2009, 2850 €. Pénalité de 285 €. Plus 13 ans d'intérêt. 2012, 4800 €. Pénalité de 480 €. Plus les intérêts. Je l'ai regardé. Total, estimation très prudente, à plus de 4000 € de pénalité pour l'IRS. Plus les impôts en souffrance. S'il contrôle les motifs, que vous avez déposés. Veux-tu que je te montre le calcul? Il a blêmi. Complètement pâle. Amanda a chuchoté, papa, tu pourrais être contrôlé par le fisc. Ma mère a mis sa main, sur sa bouche. Pour la première fois en 8 ans, la table est restée plongée, dans un silence total. La vérité, n'était plus juste dans mon dossier. Elle était dans l'air. Devant Amanda. Devant Emma. Équipe Suzanne, si vous pensez que j'ai fait le bon choix. Mon père, s'il y a quoi que ce soit, que nous puissions faire maintenant. Financièrement. Je n'ai pas besoin, de votre argent. Je gagne 74 000 € par an. Je suis propriétaire de mon appartement. J'ai des économies. Je vais bien. Ma mère, alors, qu'est-ce que tu attends de nous? De l'honnêteté, c'est tout. Et le droit de décider à quoi ressemblera notre relation, à l'avenir. Sans vous. Elle a tendu la main vers la mienne. Je ne me suis pas écarté.
Mais, je ne l'ai pas serré en retour. Emma m'a regardé, avec de grands yeux. Tu es tante Suzy? Maman m'a montré ta photo. Je me suis adouci, juste pour elle. Oui, ma chérie. Je suis tante Suzy. Maman dit que tu es avocate. C'est cool. Merci, Emma. Je me suis tourné vers Amanda. J'enverrai des cartes d'anniversaire. Peut-être qu'on pourra se voir pour déjeuner un de ces quatre. Juste nous trois, toi, Emma et moi. Amanda a hoché la tête, en pleurant maintenant. Ça me ferait plaisir. Mon père a essayé encore une fois. Nous pensions protéger la famille. Vous avez protégé Amanda. Vous m'avez sacrifié. Ce n'est pas la même chose. Ma mère a chuchoté, je suis tellement désolé, Suzanne. Nous t'avons laissé tomber. Je les ai regardés tous les deux. Je sais. Mais j'ai survécu, quand même. Je me suis levé. Emma m'a fait signe. Au revoir, tante Suzy. Je lui ai fait un signe de la main en retour. Au revoir, Emma. Sois sage. Je suis sorti, dans le froid de décembre. Pas d'embrassade avec mes parents. Pas de larmes. Juste un sentiment de légèreté. Les gens me demandent si je leur ai un jour pardonné. C'est la mauvaise question. Le pardon implique que j'attendais qu'ils le méritent. Je n'attendais pas. Je construisais. Je construisais une vie où leur approbation n'avait pas d'importance. Je construisais une carrière pour aider d'autres personnes à se protéger de ceux qui sont censés les aimer le plus. Je construisais des limites qui ne pouvaient pas être effacées par la culpabilité. Ils pensaient que réallouer mon avenir était une décision familiale. Ce n'en était pas une. C'était un vol. Un vol légal enveloppé d'amour, justifié par une urgence. Mais un vol tout de même. Ma grand-mère avait laissé cet argent pour mon éducation. Je l'ai utilisé, exactement comme elle l'avait prévu. J'ai obtenu mon diplôme sans dette. J'ai bâti une carrière. Et maintenant, j'aide d'autres filles et fils à faire de même. Chaque affaire que je gagne est la preuve que poser des limites n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Être la personne responsable ne fait pas de vous quelqu'un de jetable. Cela vous rend puissant. Si vous connaissez vos droits. Si vous documentez tout. Si vous êtes prêt à vous retrouver seul, quand tout le monde vous dit de vous sacrifier. Je n'ai pas brisé ma famille. J'ai arrêté de les laisser me briser. La lettre sur mon mur, celle que ma grand-mère a signée il y a 24 ans. Elle ne protège pas seulement mes clients, elle m'a protégé. Et elle le fait toujours. Parce qu'elle m'a vu. Elle m'a valorisé. Elle l'a mis, noir sur blanc. Et aucune urgence, aucune culpabilité, aucun amour utilisé comme une arme, ne pourra jamais effacer ce qui a été écrit noir sur blanc. Après ce café. J'ai revu mon amie psychologue, autour d'un verre. Elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. La plupart des parents, comme les tiens, ne sont pas diaboliques, Suzanne. Ils ne font que répéter des schémas intergénérationnels. Mais la loi te donne le stylo pour réécrire le tien. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'ai accroché la lettre de grand-mère Dorothy, plus haut sur le mur de mon bureau. Juste à côté, j'ai épinglé l'avis de l'IRS. Je n'ai jamais envoyé celui, calculant leur exposition aux pénalités. Un rappel, pas de vengeance, mais de clarté. Et c'est exactement pour ça que je prépare une deuxième partie. Je vais vous montrer le modèle exact de 9 pages que j'utilise avec chaque client. Comment demander l'historique complet des transactions en remontant jusqu'à la création du compte. Comment identifier la fraude au motif de retrait et la signaler pour un examen de l'IRS en vertu de la publication 970. Comment rédiger la lettre de mise en demeure qui fait reculer les dépositaires en 48 heures, sans litige. Plus de 4 millions d'euros protégés grâce à ce processus précis. J'ai toujours ce dossier bleu marine, de 5 cm d'épaisseur. Il est dans mon bureau maintenant, à côté de la lettre de don encadrée. Quand un nouveau client est assis en face de moi, généralement une fille, parfois un fils, et dit « Peut-être que je suis égoïste ». Je montre le cadre du doigt. Vous voyez ça? Votre grand-mère, ou votre oncle, ou votre parent,
l'a mis noir sur blanc. C'est ça la loi. Pas la culpabilité. Pas l'urgence. Pas l'amour, utilisé comme arme. Il hoche la tête. Il gagne. Et à chaque fois, je me souviens de la nuit où j'ai verrouillé ma porte, et changé le mot de passe. Ce fut la nuit, où je me suis choisi. Et je ne l'ai jamais regretté. Je m'appelle Suzanne Francis. J'ai 29 ans. J'ai bâti ma vie sur des fondations, qu'ils n'ont pas pu détruire. Parce que je ne les ai pas laissés faire. Si vous voulez voir la deuxième partie, où je vous guide à travers, le modèle exact de dossier juridique. Les déclencheurs de contrôle de l'IRS. Et la lettre de mise en demeure, qui a protégé plus de 4 millions d'euros, pour mes clients. Abonnez-vous dès maintenant. Si on vous a déjà dit, qu'être capable signifie que vous ne méritez pas d'aide. Envoyez ceci à quelqu'un, qui a besoin de l'entendre. Votre avenir, n'est pas un actif familial. Votre autonomie, n'est pas négociable. Et se choisir soi-même, n'est pas égoïste. C'est la chose, la plus américaine que vous puissiez faire. Commentez et dossier juridique, si vous voulez que le modèle complet, soit épinglé. Je mettrai le lien, vers le PDF téléchargeable dans les commentaires. Abonnez-vous, pour la deuxième partie. Le dossier, qui bat n'importe quelle urgence familiale. C'était Suzanne Francis. Et je viens de vous raconter, comment j'ai utilisé la loi et l'IRS, pour me protéger des personnes, qui étaient censées me protéger. Les preuves, ne mentent pas. Et la loi non plus. On se retrouve, dans la deuxième partie.